Svetlana Alexievitch, la supplication. Prologue. Une voix solitaire. Partie 2. Le premier jour à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent. Mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures, tout brûlait. On me prit tout aussitôt, même les sous-vêtements. On me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital taille 58 et des chaussons de 43. Peut-être vous rendra-t-on vos habits et peut-être pas, car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on. C'est dans cet accourtement que j'arrus devant lui. Il eut peur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Je m'évertuai quand même à faire du bouillon. Je plongeai une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau. Et j'y jetai des morceaux de poulet, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage ou une réceptionniste de la résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit une petite planche sur laquelle je coupais du persil frais. Je ne pouvais pas aller au marché dans les vêtements de l'hôpital, alors quelqu'un m'apportait ces herbes. Mais tout était vain. Il ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Et je voulais tellement lui procurer une gourmandise quelconque, comme si cela pouvait l'aider. J'ai couru jusqu'au bureau de poste. « Les filles, demandai-je, je dois téléphoner d'urgence à mes parents, à Ivano-Frankovsk. Mon mari est en train de mourir ici. » Elles ont, je ne sais pas comment, compris aussitôt d'où je venais et qui était mon mari. Et elles ont établi la liaison en un instant. Le jour même, mon père, ma sœur et mon frère prirent l'avion pour Moscou. Ils m'apportèrent des affaires, de l'argent. Le 9 mai, il m'a toujours dit: tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau. Surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. Je me suis assise près de lui. Il a ouvert les yeux. Fait-il jour ou nuit? Il est 9 heures du soir. Ouvre la fenêtre. Les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre. Au 7e étage, la ville entière s'étalait devant nous. Un bouquet de feux jaillit dans le ciel. Ça alors! J'ai promis de te montrer Moscou. J'ai promis de toujours t'offrir des fleurs, à toutes les fêtes. Je tourne la tête. Il fait surgir 3 œillets dissimulés sous son oreiller. Il avait donné de l'argent à une infirmière pour qu'elle les achète. Je bondis vers lui et lui donne un baiser. Mon unique, mon amour. Il me gronde. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Il ne faut pas m'enlacer. Il ne faut pas m'embrasser. On ne me le permettait pas. Mais je le relevais et le faisais asseoir. Je changeais ses draps. Je lui donnais le thermomètre et je le lui reprenais. Je lui apportais le bassin et le lui enlevais. Et pour cela, personne ne me disait rien. C'était bien que cela se passât dans le couloir et pas dans sa chambre. Ma tête se mit à tourner. J'agrippais le rebord de la fenêtre. Un médecin passait, il me prit la main et soudain, « Vous êtes enceinte ?»« Non, non !» J'avais tellement peur que quelqu'un nous entende. « Ne me mentez pas !» soupira-t-il. J'étais dans un tel désarroi que je n'eus pas le temps de lui demander quoi que ce fût. Le lendemain, on m'appela chez la responsable. « Pourquoi m'avez-vous trompé ?» Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit la vérité, vous m'auriez renvoyé chez moi. Un pieux mensonge. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Mais je suis avec lui. Toute ma vie, je serai reconnaissante à Angelina Vassilievna Gouskova. Toute ma vie.
D'autres épouses étaient venues, mais on ne les avait pas laissées entrer. Les mères étaient avec moi. La mère de Volodya Pravik implorait Dieu sans cesse. « Prends-moi à sa place !» Un professeur américain, le docteur Gall, il a procédé à une greffe de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir. Petit, mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant. Un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches. Ses deux sœurs arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad où il faisait son service militaire. La cadette, Natacha, avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et avait peur, mais c'était Samuel à elle qui convenait le mieux. Je peux en parler maintenant. Avant, je ne le pouvais pas. Pendant 10 ans, je me suis tue. 10 ans. Quand il a appris que l'on allait prendre la moelle de sa sœur, il refusa catégoriquement. Mieux vaut que je meure. Ne la touchez pas. Elle est petite. Sa sœur aînée, Lyuda, avait 28 ans. Infirmière elle-même. Elle comprenait les risques qu'elle prenait. Qu'ils vivent, accepta-t-elle. J'ai vu l'opération. Ils étaient allongés côte à côte sur des tables. Il y a une grande fenêtre dans le bloc. L'intervention a duré 2 heures. Quand ce fut fini, Lyuda allait plus mal que lui. Elle avait 18 ponctions sur la poitrine et sortit difficilement de l'anesthésie. À ce jour, elle est encore malade. Elle a une invalidité. C'était une jolie fille, forte. Elle ne s'est pas mariée. Et moi, je me démenais alors entre leurs 2 chambres, de chez lui à chez elle. On ne l'avait pas remis dans une chambre ordinaire, mais dans une pièce pressurisée, derrière une toile transparente, et il était interdit d'y pénétrer. Il y avait des appareils spéciaux pour faire des piqûres ou introduire un cathéter sans entrée. Mais tout n'était retenu que par des bandes velcro ou des loquets et j'appris à m'en servir. À les desserrer et à me faufiler près de lui. Une petite chaise se trouvait près de son lit. Il allait tellement mal que je ne pouvais plus m'absenter. Même pour 1 minute, il m'appelait tout le temps. Lyusia, où es-tu? Lyusienka. Il m'appelait sans cesse. Le service des autres chambres pressurisées où se trouvaient nos gares était assuré par des soldats. Les aides-soignants de l'hôpital avaient refusé. Ils exigeaient des habits de protection. Les soldats portaient les bassins, lavaient le plancher, changeaient les draps. Ils faisaient tout. D'où venaient-ils? Je ne le leur demandais même pas. Il n'y avait que lui. Lui. Et chaque jour j'entendais « Mort, mort, Tischura est mort, Titenok est mort, mort », comme un coup de marteau sur le crâne. Les selles 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Je tenais de plaisanter. C'est pratique, plus besoin de peigne. Bientôt, on le rasa le crâne. Je lui coupais les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais resté 24 heures sur 24 près de lui. Je regrettais chaque minute perdue. Je regrettais chaque petite minute. Mon frère est venu, il avait peur. Je ne te laisserai pas entrer là. Mon beau-père lui a dit, mais est-ce qu'on peut empêcher une femme comme elle de faire quelque chose? Elle passera par la fenêtre. Elle grimpera par l'escalier de secours.
Je me suis absenté. À mon retour, une orange est posée sur sa table de chevet. Une grande orange. Pas jaune, mais rose. Il me sourit. On me l'a offerte. Prends-la. À travers la toile plastique, l'infirmière me fait un signe. On ne peut pas la manger. Si elle est restée quelque temps près de lui, non seulement on ne peut pas la manger, mais encore, on a peur de la toucher. « S'il te plaît, mange-la » me demande-t-il. « Tu aimes tellement les oranges. » Je la prends. Et, entre-temps, il ferme les yeux et s'endort. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme. Des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Et moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Pourvu qu'il ne pense pas à la mort. Qu'il ne pense pas que sa maladie est horrible. Que j'ai peur de lui. Des bribes d'une conversation me reviennent en mémoire. Quelqu'un m'exhorte. Vous ne devez pas oublier que ce n'est pas votre mari, l'homme aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main. Et moi, comme une folle, je l'aime. Je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais. Je t'aime. Je marchais dans la cour de l'hôpital. Je t'aime, je portais le bassin, je t'aime. Je me souviens de notre vie avant. Dans notre foyer, il s'endormait seulement quand il prenait ma main. Il avait cette habitude, me tenir la main la nuit, toute la nuit. Et à l'hôpital, je prenais sa main et je ne la lâchais pas. La nuit, le silence. Nous sommes seuls. Il me regarde très attentivement et me dit soudain « J'ai tellement envie de voir notre enfant. Comment va-t-il? Comment allons-nous l'appeler? Tu lui trouveras un nom toute seule. Pourquoi seule, puisque nous sommes deux? Alors, si c'est un garçon, que ce soit Vassia. Et si c'est une fille, Natacha. Comment cela, Vassia? J'ai déjà un Vassia. Toi, je n'ai pas besoin d'un autre. La nuit. Je ne savais pas encore combien je l'aimais. Lui, rien que lui, comme une aveugle. Je ne sentais même pas les coups sous mon cœur. Et pourtant, j'en étais déjà au 6e mois. Je pensais qu'il était à l'intérieur de moi, mon petit, et qu'il était protégé. Aucun des médecins ne savait que je dormais dans la chambre pressurisée. Ils ne le soupçonnaient même pas. C'étaient les infirmières qui me laissaient entrer. Au début, elles tentaient de me dissuader. « Tu es jeune, à quoi penses-tu ? Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble. » Je courais derrière elle comme un petit chien. Je restais des heures devant la porte. Je quémandais, suppliais. Finalement, elles me dirent « Que le diable t'emporte, tu es folle. » Le matin, avant 8 heures, lorsque commençait la visite médicale, elle me faisait signe à travers la toile transparente. « Cours !» Je m'enfuyais pour 1 heure à la résidence et de 9 heures du matin à 9 heures du soir, j'avais un laissez-passer. Mes jambes étaient bleues jusqu'aux genoux, tellement j'étais fatigué. Tant que je restais avec lui, rien ne se passait. Mais dès que je m'absentais, on le photographiait. Il n'avait aucun vêtement. Il couchait nu, juste recouvert d'un drap léger que je changeais tous les jours. Le soir, il était tout recouvert de sang. Lorsque je le soulevais, des morceaux de peau
restait collé sur mes mains. Je lui dis, chérie, aide-moi. Appuie-toi sur le bras, sur le coude autant que tu peux, pour que je puisse bien lisser ton lit, qu'il n'y ait ni couture ni pli, car même la plus petite couture lui faisait une plaie. Je me suis coupé les ongles jusqu'au sang pour ne pas l'accrocher. Aucune des infirmières ne pouvait s'approcher de lui, le toucher. S'il leur fallait quelque chose, elle m'appelait. Elle en prenait des photos. Il disait que c'était pour la science. Mais je les aurais chassés tous. Je les aurais frappés. Comment pouvait-il? Tout était à moi. Tout aimait de moi. Si j'avais pu ne pas les laisser entrer. Si seulement j'avais pu. Je passe de la chambre dans le couloir et je me heurte au mur, au canapé que je ne vois pas. Je dis à l'infirmière de garde, il est mourant. Et elle me répond, qu'imaginais-tu? Il a reçu 1600 Röntgen, alors que la dose mortelle est de 400. Tu côtoies un réacteur. Tout à moi. Tout aimé.